On associe encore trop souvent l'impact à la contrainte. Une entreprise à impact serait forcément moins rentable, son marketing serait forcément austère, culpabilisant, parfois même, on va se le dire, un peu ennuyeux. Cette vision, elle est non seulement réductrice, elle est surtout fausse. Créer de l'impact, ça n'implique pas de renoncer à la performance et faire évoluer les comportements, ça n'oblige pas à pointer du doigt ni à faire la morale. Le marketing, il peut être un formidable levier de transformation à condition qu'on s'appuie sur les bons ressorts. Mon invité, il l'a parfaitement compris. Plutôt que de chercher à convaincre par la peur ou par la culpabilité, il fait un pari qui est radicalement différent. Il mise sur le plaisir, sur la logique, sur la simplicité d'usage. Il conçoit des expériences qui donnent envie d'agir, tout simplement parce que ça fait sens, parce que c'est facile et parce que tout le monde peut avoir le sentiment d'avoir un impact concret au quotidien. Dans cet épisode, on va parler d'un marketing qui assume pleinement son rôle, un marketing qui s'excuse pas d'exister, un marketing qui ne renonce ni à l'efficacité, ni à l'envie, ni à la croissance, un marketing qui prouve qu'impact et désir peuvent avancer ensemble. Si vous pensez que le marketing responsable est condamné à être fade ou moralisateur, cet épisode risque bien de vous faire changer d'avis. Je vous propose d'accueillir tout de suite Baptiste Amin de Pimpan. Bonjour Baptiste, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, merci à toi d'avoir répondu présent. Je suis très content qu'on puisse discuter aujourd'hui de ce que tu fais, de tes entreprises, parce que il y en a plusieurs. En tout cas, c'est au moins la deuxième que je connais. On va parler. J'en ai relativement peu parlé, je pense, sur le podcast du marketing. On va parler d'entreprise à impact, notamment, et de ce que ça peut vouloir dire, et de comment toi, tu fais ça chez Pimpan. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire, Baptiste, qui tu es et ce que tu fais? Et bien moi je suis donc Baptiste Amin, je suis papa de deux enfants, Juliette et Auguste, 3 ans, 7 ans, qu'on a eu avec Carline, et avec qui j'ai cofondé Pimpan aussi. Donc on a aussi notre projet entrepreneurial ensemble Pimpan c'est la troisième aventure entrepreneuriale. Ah, Parce que tu vois. on parle moins des échecs, enfin qui n'est pas un échec, c'est une boîte qui existe toujours, mais j'avais monté un bureau d'études en environnement marin à la sortie de mes études ou même pendant mes études, boîte que j'ai laissée à mes associés parce qu'on n'avait pas forcément la même vision du projet. Je parle plutôt de, c'est pas un échec parce que la boîte Mhm. existe toujours, mais moi je l'ai un peu vécu comme un échec entrepreneurial. Donc comme tous les échecs, on a appris beaucoup de choses. Et après, j'ai monté une boîte pendant 8 ans avec mon meilleur pote qui s'appelle Feezer. Enfin, pas mon meilleur pote s'appelle Vincent, mais la boîte s'appelle toujours Feezer. C'est une appli qui permet de transformer ses photos en cartes postales personnalisées. Et voilà, aventure de copains pendant 7 8 ans. On a revendu la boîte à un groupe industriel qui s'appelle Exaconta Clairefontaine fin 2019. Et été 2020, avec Carline, on s'est lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale qui s'appelle Pimpan, où notre objectif c'est de proposer des alternatives du quotidien sur les produits hygiène maison. Voilà. Notre gros credo, c'est d'essayer de diminuer la consommation de plastique et le transport d'eau inutile. Ouais, alors que je vais te donner ma vision. Je suis pas forcément consommatrice de la marque, mais je trouve le concept vachement intéressant. En fait, presque par sa simplicité. Tu vas me dire si j'ai bien compris le concept déjà. En gros, c'est de se dire qu'il y a plein de produits qu'on utilise au quotidien dans la maison. Je sais pas, de la lessive par exemple, du savon, des choses comme ça, qui sont à, je sais pas, 80-90% faits avec de l'eau. Donc on va transporter, qu'on va payer. C'est un peu idiot sur le concept d'un point de vue écologique, d'un point de vue peut-être économique aussi d'ailleurs. Et en gros, toi ce que tu proposes, c'est de vendre la partie solide, et puis à nous de rajouter l'eau pour utiliser moins de plastique en packaging, moins de poids dans le transport aussi, j'imagine. C'est ça l'idée, c'est d'aller réduire l'impact écologique et d'être peut-être un petit peu plus cohérent en se disant finalement le consommateur il peut peut-être se rajouter son petit litre d'eau, ça va pas lui changer grand-chose. Limite, ça va éviter d'avoir à porter, moi j'aime pas porter les courses, ça va
éviter d'avoir apporté des trucs trop lourds sur les courses. C'est ça l'idée ou pas? Écoute, tu as très bien compris le concept et effectivement, on propose. C'est vrai que par exemple, tu prends un gel douche, tu as 90% d'eau, 10% d'actif. L'actif, ça va faire quoi? Ça va nettoyer, ça va sentir bon, ça va mousser. Voilà, tu as 5-6 ingrédients dans un gel douche pimpant, un peu plus dans un gel douche industriel. Et en gros, notre concept de base, c'est de se dire, tu vas dans un rayon de supermarché, tu prends tout ce qui est rempli bidon d'eau sur la partie hygiène maison, et nous on essaye de proposer des alternatives du quotidien. Donc, tu vas avoir gel douche, dentifrice, lave-en-main, nettoyant visage sur la partie hygiène, et sur la partie maison, ça va être avec du liquide vaisselle, de la lessive en poudre, voilà, qu'on reconstitue pas, hein, qu'on utilise Mhm. directement comme on faisait il y a 30-40 ans. Donc finalement, on n'a pas réinventé la roue sur ces produits-là. Et voilà, on a une 70 références aujourd'hui chez Pimpan. Comme je disais en intro, on l'a créé en 2020, ça fait 5 ans. Maintenant, on a 180 000 clients sur notre site internet. Euh, on s'est beaucoup développé en ligne au début, parce que quand tu crées une marque, tu crées une nouvelle façon de consommer. Les réseaux sociaux, c'est un outil qui est assez intéressant pour expliquer les choses et embarquer des communautés autour de toi. Et depuis un an et demi, on se développe aussi dans pas mal de points de vente. On est dans 1300 points de vente aujourd'hui. On vise de doubler le parc de points de vente l'année prochaine. C'est quoi les points de vente? C'est des supermarchés bio, des choses comme ça, ou c'est Monoprix? C'est des Très simple. supermarchés bio. Ça va être du type, l'année prochaine, on sera dans pas mal de Biocoop, Naturalia, Sobio Bio C'est Bon, La Vie Claire. Après, tu vas avoir pas mal d'indépendants aussi. Tu vas nous retrouver sur des sites comme La Fourche, Le Ok. Fourgon. Voilà, on a pas mal de partenaires qui font sens avec la mission générale de notre projet. Ok. Quand tu, quand on réfléchit tu vois, au concept de Pimpan, moi je vois un attrait écologique, un attrait sociétal aussi peut-être. On appelle ça souvent des entreprises à impact. C'est quoi pour toi une entreprise à impact? Est-ce que Pimpan c'est une entreprise à impact? Et c'est quoi le concept de l'entreprise à impact pour toi? Oui, le, j'ai un concept spécial de l'entreprise à impact. C'est-à-dire que nous, notre concept, le pourquoi on s'est créé, l'idée, on l'a eu sur une plage avec notre fille qui jouait avec des bouteilles en plastique qui avaient été déposées par la marée de la veille. Et comme je disais juste avant, on a très bien vendu une entreprise euh, presque plus classique à un industriel français. Et quand tu entreprends, tu as besoin d'avoir une motivation très très forte tous les matins. Et nous, notre motivation forte, c'est nos enfants. Et qu'est-ce qu'on veut leur laisser, qu'est-ce qu'on veut proposer comme environnement là, aux prochaines générations. Et les produits, les alternatives qu'on propose, c'est une petite partie de ce qu'on propose, mais on essaye de créer un environnement où on va aligner les valeurs de travail qu'on peut avoir dans le projet. On essaye de créer quelque chose de global où on se dit, OK, cet écosystème, je serais fier de le présenter à mes enfants plus tard. Et ça, c'est notre mission, notre projet. Euh, pour moi, c'est ça une entreprise à impact. C'est une entreprise qui réfléchit pas à sa génération, mais qui réfléchit à ce qu'on veut laisser aux prochaines générations et comment est-ce qu'on fait pour mieux faire les choses. Et par contre, comment on le fait? Euh, bah, pas en mettant en avant que les sujets écologiques, parce que je pense que c'est pas au consommateur de porter le coût de la transition écologique. Le coût, ça peut être facilement financier, parce que si c'est un produit qui te coûte beaucoup plus cher, ça peut être moins de plaisir, moins d'efficacité. Et du coup, c'est ça, c'est là où on essaye, nous, de rivaliser, et c'est ce qu'on dit toujours aux équipes, un gel douche, lessive, déodorant, un déodorant, tu veux que ça sente bon, tu veux que ça soit efficace, tu veux pas que ça te coûte un bras, et tu essayes d'aligner tout ça euh, pour répondre aux besoins du consommateur. Et du coup, c'est ça une entreprise à impact, c'est une entreprise qui arrive à se mettre dans un écosystème avec des ennemis qui, eux, la case écologique, ils la cochent pas forcément, ni sociale. Mais du coup, nous, on arrive avec nos propres armes et on est quand même capable de grappiller et de gagner quelques combats face à ces mastodontes. Et c'est ça l'esprit général de notre projet.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai quand on pense entreprise à impact, globalement, quand comme moi on n'y connaît pas grand-chose aux entreprises à impact, non pas que ça m'intéresse pas, mais la réalité c'est que voilà, j'y connais pas plus que ça. On a un peu souvent tendance à se dire exactement l'inverse de ce que tu viens de dire, à savoir bon, c'est bien, socialement c'est bien, intellectuellement c'est bien, on voit bien que c'est peut-être le sens vers lequel il faut aller, mais putain c'est chiant, pardon de le dire comme ça, mais ça va être contraignant, ça va me coûter cher, je vais pas pouvoir faire ce que je veux, voilà, il y a un peu ce côté qui est sous-entendu parfois par parfois l'écologie, par le côté social de bon, bah, je vais me rajouter des contraintes. Là, ce que j'entends dans ton discours, c'est qu'on n'est pas obligé de faire peser ça aux consommateurs et qu'on peut faire des produits sympas, des produits agréables et des produits qu'on va avoir envie d'utiliser sans qu'il y ait ou en tout cas avec un impact écologique ou un impact sociétal qui est moindre et que tu peux avoir et cette mission-là et un produit sympa. C'est ça l'idée Ouais, avec Pimpant. c'est ce qu'on essaye de faire. Bah, je peux peut-être te le donner au travers d'un produit, comme ça Hmm. ça se comprend bien. Tu vois, on a lancé récemment un déodorant en poudre à reconstituer. Ok. Donc, le premier achat, il est identique à un déodorant classique, c'est-à-dire que tu vas acheter ton roll-on. Mhm. Euh, Dans un supermarché, quand tu vas acheter un roll-on, tu consommes ton déo, tu jettes ton roll-on. Ouais. La moitié du coût de fabrication, voire plus de la moitié du coût de fabrication, c'est le contenant en plastique que tu vas jeter encore et encore. Euh, Nous, ce qu'on propose, c'est un roll-on qui est rechargeable. Donc plutôt que de racheter un contenant en plastique qui te coûte cher, nous, la majorité du prix de ce que tu vas payer, parce que c'est dans un stick en papier, c'est la Mhm. qualité de la poudre et la qualité des ingrédients que tu vas pouvoir récupérer derrière. Donc plutôt que de te retrouver à payer 7-8 € un déodorant, nous c'est à efficacité égale, hein, c'est efficacité 48 heures, il est meilleur produit bio 2026 parce que ça a lieu en octobre-novembre, le meilleur produit bio pour l'année d'après. Meilleur produit bio face à des déos roll-on classiques. Euh, Avec plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, excellence sur Yuka. Donc on rivalise avec les déodorants classiques, sauf que ton déo, ta recharge, tu vas la payer moins de 5 €. Et pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'on travaille toute notre chaîne de valeur, c'est une usine où on ne manipule que de la poudre. Donc on a besoin de 10 fois moins de place, on Mhm. consomme 100 fois moins d'eau qu'une usine traditionnelle, on rejette 100 fois moins d'eau qu'une usine traditionnelle, donc des eaux usées où on ne sait pas trop comment c'est traité aujourd'hui et comment on les retrouve. En fait, l'impact, il est général, mais le consommateur, il ne le porte pas. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à payer sa recharge, moins de 5 €. Son déo, il est prêt instantanément en mélangeant de la poudre, de l'eau dans son roll-on rechargeable. Et il a un déo efficacité 48 heures qui sent bon et qui va kiffer pendant le mois qui arrive. Du coup, c'est comme ça qu'on arrive, nous, à trouver des solutions en allant chercher des innovations de rupture, comme le déodorant en poudre. Mais je te cite le déodorant en poudre. Nous, on a postulé sur 4 produits pour meilleur éco-produit. Donc, meilleur éco-produit, tu vas voir 100 consommateurs qui ne te connaissent pas Ok. et ils vont juger tes produits face à des produits traditionnels. À l'aveugle? Complètement à l'aveugle. Bah, pas à Ok. l'aveugle. Tu vois le packaging. Ok. Mais tu vas prendre du pimpant et puis tu vas prendre des produits que tu vas retrouver dans un rayon de supermarché. Et nous, parce que ça a un coût de postuler. Donc on en a fait 2 l'année dernière. On a fait le D'accord. dentifrice liquide vaisselle. Cette année, on a fait la lessive et on a fait le déodorant rechargeable. Dans les 4 catégories différentes, on a gagné. Ah, énorme, bravo. Donc, et c'est pas l'argument écologique qui Mm. prévaut, c'est le rapport qualité-prix, l'efficacité, le plaisir, et c'est ça et après le niveau de packaging qu'on va chercher, etc. C'est là-dessus, et du coup, tu vois, on arrive à prouver que notre mission très très haute, elle change pas, et nous, notre objectif, notre milestone tous les jours, c'est ok, combien de bidons et de tubes en plastique à usage unique on a évité. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as des boîtes où aller chercher en permanence de l'hypercroissance va pas forcément avec les ressources finies qu'on a sur la Terre. Bah, nous, on est un peu dans un sens inverse. Plus on est en hypercroissance, plus on évite, mieux on se donne des chances pour les prochaines générations. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que... Enfin, c'est intéressant, pardon, mais c'est presque antinomique comme truc. C'est-à-dire que si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, euh, le produit que tu proposes, c'est pas pour faire la pub de ton produit, c'est pas la question, c'est vraiment la mécanique que j'essaye de comprendre.
Euh, le produit que tu proposes, il est plus intéressant d'un point de vue écologique, il est plus intéressant d'un point de vue probablement sociétal, il est plus intéressant d'un point de vue coût logistique, etc. Enfin, tu utilises moins de ressources finalement, tu disais 100 fois moins d'eau, etc., moins d'espace. Il ne coûte pas vraiment plus cher, j'ai l'impression, qu'un produit de qualité équivalente. Et quand il est testé par des consommateurs, là, tu as 4 produits qui ont été testés, les 4 produits sont considérés comme les produits gagnants. Du coup, je me mets 2 secondes à la place de tes concurrents, des Unilever, je sais pas, Procter, etc. Enfin, des grosses boîtes de produits d'hygiène et d'entretien de la maison. À un moment donné, je présume, ils vont se dire non mais attends, d'abord c'est qui lui. Et puis même les consommateurs, il y a un moment donné, la logique voudra que ça ouvre un peu les chakras de tout le monde et que les gens se disent bah attends, mais c'est ça que je veux. Si c'est mieux sociétalement, mieux d'un point de vue écologique et que moi ça me coûte pas ni en contrainte ni en coût financier, pourquoi est-ce que j'irai pas là? Est-ce que t'as pas peur que les gros mastodontes que tu sois en train d'ouvrir le marché, qui viennent te manger par derrière? Non, euh, dans le monde de l'entreprise à impact, tu as envie de leur dire copiez-nous. Nous, notre gros défi, et tu vois, je te l'ai dit en numéro un, c'est pour ça qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est de démocratiser un nouvel usage. Donc aujourd'hui, on mange un gâteau qui est tout petit. Le gâteau du liquide, il est 100, 200, 1000 fois supérieur en termes de part de marché qu'on pourrait se donner. Donc si demain Unilever a la bonne idée de lancer 3-4 marques en poudre à reconstituer, au contraire. Et c'est l'opportunité de marché que nous on détecte. C'est-à-dire, il y a un nouvel usage. Nous, on se sert de nouvelles façons de communiquer les réseaux sociaux. Alors, c'est pas nouveau les réseaux sociaux, hein, mais quand tu es une marque qui est là depuis 40-50 ans, les réseaux sociaux, tu as encore du mal à appréhender le sujet et tu arrives à bien vendre en GMS parce que tu as ton commercial qui vient replacer en avant ton produit tous les jours. En ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que bah, quand tu es content d'un site, quand tu vas sur pimpan.com, que tu es content des produits, bah, tu viens réacheter. Et là, le commercial dans son rayon, il peut pas faire grand-chose face à nous, quoi. Et donc, est-ce qu'on a peur? Non, au contraire, on leur dit copiez-nous, on les invite à notre usine parce qu'ils viennent voir. Ah, ok. On leur montre et nous on a une conviction forte, c'est qu'on fait que de la poudre. On est une petite équipe, on bouge hyper vite et on pense qu'on a de meilleures chances de réussite industrielle qu'un très gros. Donc Parce toi, que quand tu plus agile? parce que plus agile, parce que focus uniquement sur la poudre. Fabriquer un produit en R&D où tu es content de ton déo parce qu'il est efficace, réussir à mélanger les poudres à échelle, donc c'est-à-dire que tu n'en fais pas un des déos. euh, Tout le monde pourrait faire son déo pimpant chez lui directement, hein. Bon, on va mettre 3-4 heures à faire son déo, ça va coûter plus cher, mais tu peux le faire toi-même, ton Mhm. déo. Euh, Par contre, le mélanger à échelle, c'est-à-dire faire plusieurs tonnes de poudre, être capable de la mettre correctement dans un stick et avoir une expérience sympa quand tu reconstitues ton produit, là, il y a du travail et c'est tout notre savoir-faire et ça fait 5 ans qu'on fait que ça. Et on se lève tous les matins uniquement avec cet objectif-là. Tu ne nous verras pas demain faire du solide, tu ne nous verras pas demain faire du liquide. Nous, on est focus uniquement Mhm. sur la poudre. Et tu vois, on l'a vu moi, dans mon aventure précédente avec Fizer, on faisait que de la carte postale. Ouais. Et on était focus que sur le sujet. Bah, on est passé de euh, dans mon appart, on envoyait 50-70 cartes postales par jour à un atelier de fabrication où on envoyait jusqu'à 100 000 cartes postales par jour. Où tout avait été automatisé et tout avait été bien pensé. Et le fait d'avoir une usine, de toute façon, tu peux pas être compétitif en faisant dans une usine où il y a déjà du liquide, en faisant aussi de la poudre, parce que tu es obligé de rationaliser tes espaces. Et nous, tout est conçu pour avoir l'usine la plus optimisée, la plus Mhm. petite possible, parce que bah, derrière, t'impactes. C'est comme ça que ça fonctionne dans une usine aujourd'hui. Ils prennent la taille de l'usine, tu veux un produit, tu prends tes 15% de fees juste pour que tes matières premières arrivent dans l'usine. Tu payes le ratio d'électricité, tu payes le ratio d'eau. Alors que nous, on a tout rationalisé parfaitement pour que ça soit le moins cher possible. Et on pense que c'est comme ça qu'on va gagner le combat. Et on attend qu'une chose, c'est qu'un très gros se lance. Parce que le jour où un gros se lance,
on pourra aller chercher avec nos arguments l'énorme marché qui est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire, si un très gros se lance, parce qu'il y a une grosse part d'éducation dans le boulot que vous faites, quand tu C'est parlais de ce la qui nous coûte le communication plus sur les cher en réseaux, fait. c'est ça. C'est ce qui nous coûte le plus cher. C'est que les gens comprennent que avec un stick de poudre, bah ouais, tu peux te retrouver avec un dentifrice qui est efficace, avec le bon taux de fluor, qui va avoir un super goût. Quand tu vas prendre un stick de poudre de liquide vaisselle, ça va bien nettoyer ta vaisselle, c'est efficace, ça sent bon. C'est ça notre plus gros défi aujourd'hui, c'est le premier usage. Ouais, c'est marrant parce que c'est souvent un point je trouve, qui est mis de côté, qui est mal compris, mal perçu par notamment des entrepreneurs qui veulent lancer un nouveau produit, un nouveau service, et qui se disent, il faut que je sois sur quelque chose d'innovant qui n'existe pas, etc. Et moi, en général, quand c'est des clients ou quand on vient me demander conseil, je dis, hop, 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 attention, si ça n'existe pas, ça peut être super intéressant, c'est pas la question. En revanche, il va falloir s'assurer qu'on va être capable d'éduquer et qu'on va avoir les ressources, le budget, les ressources, enfin les ressources au sens global, pour pouvoir éduquer, parce que c'est effectivement, enfin c'est ce que tu dis, c'est le premier coup, c'est vraiment un élément qui peut ralentir énormément, voire qui peut t'empêcher de délivrer quand bien même tu as un très très bon produit, si ton marché n'est pas éduqué, si les clients sont pas prêts à l'acheter, à comprendre, à l'utiliser, tu te retrouves coincé. Ouais, j'ai une approche peut-être un petit peu différente de la façon dont nous, notre projet s'est passé et de pourquoi des très grosses ne sont pas encore lancées. Quand tu es pimpant, que tu as 50 ou 100 clients en ligne, que tu fabriques un premier gel douche qui est imparfait, c'est pas très grave. Tu as 100 clients qui vont peut-être pas revenir. Sauf que bah, ça, c'était il y a 5 ans. Et si tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tu réitères avec une nouvelle version qui est de plus en plus performante et qui aujourd'hui arrive à gagner les meilleurs prix, tu peux pas y arriver si tu t'es pas, si t'es pas à la 15e, 20e, 30e itération. Parce qu'il y a trop de problèmes possibles dans toute la chaîne de valeur. Parce que je suis sûr que des L'Oréal, Unilever font des meilleurs gels douche que nous en R&D. C'est évident. En sortie de ligne, et là ça je parle nous notre focus, on est une boîte qui fait de l'hygiène et de la cosmétique, mais en fait nous notre sujet c'est d'être focus sur le consommateur. Et on pense qu'à lui tout le temps, tout le long de la chaîne de valeur. Euh, et, et, et aujourd'hui qu'ils aient un meilleur gel douche ou dentifrice que nous en fin de chaîne de valeur, je suis pas persuadé qu'ils vont y arriver tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas eu l'itération que vous avez pu avoir avec vos clients et les retours clients, etc. C'est ça? Mm. Complètement. Ouais, je- Il y a, tu vois, en fait, derrière un gel douche, tu as une listing key, c'est hyper simple. En fait, tu as 15 milliards de produits possibles différents. Tu as des associations entre les produits qui marchent pas. Tu te retrouves avec des problèmes Nous, on travaille la poudre, c'est hyper sensible à l'eau, c'est hyper sensible à l'humidité, à la chaleur. Et du coup, ça fait 5 ans qu'on se plante, entre guillemets. Même si maintenant on évolue en niveau de produit. Et c'est le nerf de la guerre de toute façon, c'est le réachat de ton client. c'est clair. Je voudrais revenir 2 secondes sur la com, parce que je pense que c'est un vrai point absolument primordial. Vous, Pimpant, en tout cas, alors je ne sais pas si c'était le tout début de Pimpant, mais c'est là que Pimpant est devenu public aux yeux de beaucoup de gens. Euh, Tout le monde s'en souvient peut-être pas, mais vous êtes passé sur Qui veut être mon associé, donc l'émission qui passe, je ne sais plus sur quelle chaîne ça passe, mais qui passe à la télé publique et où tu as des investisseurs qui viennent investir dans des projets, donc des gens qui pitchent leurs projets. Vous avez pitché. Je vais te laisser raconter quand même l'histoire, mais vous avez pitché, ça s'est pas méga bien passé. Et c'est là que Pimpant a émergé face au public et notamment sur l'éducation de grande consommation ou pas? Ça s'est très bien passé. Euh, euh, D'un point de vue nouvelle entreprise pimpant et d'un point de vue business, ça a été incroyable pour nous. Et je pense qu'on n'aurait pas pu rêver un meilleur passage. Euh, donc on est passé, alors, donc c'est sur M6, tu passes devant 5-6 investisseurs et ils décident ou non d'investir dans ton projet. Et nous, les 5 nous ont bâché. Le reportage s'est bien passé parce qu'ils ont testé nos produits, notre dentifrice notamment, ils ont bien aimé ils ont bien aimé nos produits. Euh, et on a été remis en question sur notre approche sociale du travail.
Sauf que l'entrepreneur, du coup, ils n'ont pas pris le bon côté de l'entrepreneur, ils ont pris le côté chef d'entreprise qui est là pour exploiter ses salariés. Et du coup, tu as eu des punchlines incroyables comme Marc Simoncini qui disait qu'on partait faire la guerre en tongs, notamment par rapport à notre approche du travail, sur le fait d'autoriser le télétravail, le fait que toutes les 100% des équipes soient actionnaires du projet, etc. Des choses qui nous paraissent évidentes pour recruter les meilleurs, les garder et les mettre en permanence dans les meilleures conditions qui leur et du coup, si tu veux, on a fait un très très bon buzz positif par rapport à ça, parce on a reçu le soutien du public. Et derrière le public, c'est des gens qui consomment potentiellement tes produits. Et on a été chercher, euh, on allait pour chercher 150 000 euros en levée de fonds. On a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 45 minutes. Énorme. Finesse. On fait 200 000 euros dans la journée, on fait 1 million sur le mois, Ouais, alors qu'on faisait 100 000 euros le mois d'avant. Donc énorme. oui, il y a eu un avant et un après sur le passage de cette émission et ça a aidé à l'image de la boîte de se faire bâcher. Donc on en a pris un petit peu pour l'ego, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qui ressort pour le projet et comment est-ce qu'on arrive à embarquer des communautés. C'est un point super important. Ça a aidé sur l'image de la marque parce que et je voudrais qu'on y revienne parce que vous avez parlé notamment du rapport que vous avez avec vos employés, et avec les personnes qui travaillent sur le projet Pimpan. Et c'était un peu antinomique avec le côté très capitaliste, pour simplifier les choses, que les investisseurs pouvaient avoir. Mais du coup, vous avez eu la population avec vous parce que tout le monde s'est un peu érigé en disant, mais attends, c'est quoi ces salopards, pardon, Les mais gens, c'était un peu ça. les gens n'ont pas compris pourquoi ils investissaient pas. Et là, la production derrière n'a pas compris pourquoi il n'y avait aucune proposition sur notre projet. On, tu vois, on était des entrepreneurs assez expérimentés avec Carline. On y allait avec un niveau, parce que même avant le projet, on avait des très bons chiffres sur le Mhm. projet qui n'ont pas du tout été remis en question. Et il y a eu deux sujets clés en fait. C'est un, les gens ils ont vu le produit. Il y a eu la démonstration du produit à la télé et ça a été apprécié, le test produit. Donc ça c'est quand même un premier élément. C'est génial. C'est pas que ça. C'est pas que l'approche du travail. C'est ce premier élément, c'est-à-dire ok, en plus ça a l'air cool. Et deuxième sujet, ok, on a envie de les soutenir ces gens-là parce qu'ils méritent mieux. Et du coup, on réussit à embarquer, on a beaucoup joué dessus d'un point de vue communication, on joue moins dessus maintenant, ça fait 2 ans. On a fait le tour De du la question. sujet, mais on n'a pas, on a, ça a été effectivement l'une des plus grosses mises en avant du projet depuis sa création. Ouais. Pour toi, ça a été une communication de communauté, c'est-à-dire c'est la communauté qui a finalement porté le projet à un moment donné ou pas? Comment tu as orienté les choses d'un point de vue com? On a, En fait, on a été attaqué sur un sujet qu'on adore. Et notamment, on a beaucoup communiqué sur LinkedIn dessus. C'est-à-dire que euh, ils nous ont attaqué sur le 100% remote, sauf qu'on a monté Feezer, qui est une boîte qui est passée de 0 à 2 millions d'utilisateurs en 7 8 ans, qu'on a revendu des dizaines de millions d'euros, et qui était 100% remote. Et ça faisait 10 ans qu'on maîtrisait extrêmement bien ces sujets. On prenait beaucoup. On prend beaucoup la parole sur sur le futur du travail. On le prenait avant le passage et on a beaucoup travaillé dessus pendant le passage aussi pour continuer d'embarquer les gens. Mhm. Et t'as 2 3 semaines où on dit bon bah tu passes dans 2 3 semaines et là on a beaucoup axé autour de ce sujet-là. Tu peux voir ton passage une semaine avant. Je sais pas si tu peux toujours le faire, mais à l'époque tu pouvais le faire. Je crois qu'ils ont bloqué le sujet. Et du coup, tu sais exactement sur quoi tu vas être Mm. attaqué. Et on avait préparé toutes les communications autour de ça. Donc ça a été incroyable. Et oui, l'état d'esprit, c'est d'essayer d'embarquer les gens. Après, je pense que ça marche parce qu'il y a une authenticité derrière le projet. Et nous, ça plaît bien. On a un projet familial. Euh, les équipes, elles le vivent comme nous, ce projet-là, tu vois. Donc c'est des choses qui se transpirent, quoi. Ouais, ce que tu me disais quand on discutait un peu en off,
tu me disais finalement le persona de Pimpan, bah, c'est nous, c'est Carline et toi. Vous avez vraiment construit le produit que vous vouliez avoir aussi pour vous, pour votre famille. Ouais, bah tu vois, tout à l'heure, quand tu nous dis, oui, bah quand on pense écologie, on pense chiant, on pense pas efficace, ça coûte cher et ça pue. Bah, non, nous, on a envie de. Je pense qu'avant Pimpan, on n'était pas des exemples de l'écologie. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a une approche beaucoup plus forte de l'impact et de ce qu'on a envie de faire pour les prochaines générations. Et je pense que c'est ce qui se ressent aussi au travers de produits qu'on propose. C'est-à-dire que on veut faire mieux, mais sans se prendre la tête. Ouais, Et du coup, tout est construit autour de ça. c'est assez cool et je trouve qu'effectivement c'est plus facile aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que on a tous envie que ce soit mieux et que voilà que pour nos gamins la vie soit plus jolie et que les choses se Mais passent c'est plutôt bien. c'est Mais la stat, si tu veux. Tu as Hum, 80-90% des gens qui disent oui, moi je veux mieux consommer, mais dans l'acte d'achat, c'est on pas fait pas. 5% des gens. Ouais, ouais, Donc ouais, du ouais. coup, nous, c'est comment est-ce qu'on va chercher ces 75% là? Bah, on fait comme on répète un peu notre transition à nous avec Carline. Vachement intéressant. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Je trouve que j'aime beaucoup, moi, cette idée on va faire en sorte que ce soit pas chiant et que ce soit facile, en fait, pour les gens et que c'est peut-être ça qui est le meilleur levier pour qu'il y ait un nouvel usage et que les gens testent Pimpan. Donc, Ouais, mais on en a marre que les gens nous donnent des leçons tout le temps. Autant essayer de se faire plaisir, d'essayer de faire mieux, de faire juste son petit pas et puis tout ira bien. ouais. Écoute, merci beaucoup, Baptiste. Si on veut en savoir plus sur Pimpan, si on veut, je sais pas, si on a des questions à te poser, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi. Ouais, bah, t'as notre site pimpan.com, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, on est pas mal actif. Et puis après, si vous voulez m'envoyer un petit message, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn directement. Ça marche. Bon, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Baptiste. Et puis, écoute, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci beaucoup, salut! À très bientôt. Un immense merci, Baptiste, d'avoir partagé avec nous ta vision d'une entreprise à impact, du marketing à impact. Comment est-ce que tu as construit Pimpan, sur quelles valeurs, comment est-ce que tous ces éléments fonctionnent et en fait d'avoir un petit peu cassé le mythe de l'entreprise à impact qui est un peu chiante, pardon, mais c'est un peu le mot que j'avais en tête. C'est vraiment, je pense, une façon de voir les choses qui change radicalement la donne sur ce qu'on va pouvoir proposer et d'un point de vue d'entreprise et d'un point de vue du marketing. Donc, merci à toi, Baptiste. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, avoir plus d'épisodes comme celui-ci avec Baptiste, eh bien, je vous propose de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. En général, c'est Apple Podcast ou Spotify, selon où vous écoutez le podcast. C'est vraiment un élément qui aide énormément à faire découvrir le podcast du marketing. Il n'y a personne d'autre que moi derrière le podcast du marketing. Il n'y a pas de gros budget, il n'y a pas d'équipe, il y a absolument que moi, toute seule, derrière mon micro. Donc, si vous voulez m'aider, c'est vraiment un formidable moyen de le faire pour faire découvrir aux autres et puis parler du podcast autour de vous. Évidemment, c'est encore une façon formidable de faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. Je vous dis à très vite.